Donc, il y a 3 points que je voulais mentionner lors de ce petit déjeuner ensemble. Un, c'est l'état du marché. Et pas l'état du marché d'un point de vue purement quantitatif. Aujourd'hui, vous avez pu s'intéresser, je pense, sur sa dynamique, ce qui est en train de s'y passer. Donc, l'état du marché, lorsqu'on regarde le marché de la mode en Chine, c'est un marché qui est en forte croissance post-Covid et qui, en réalité, a explosé pendant le Covid. Alors, pourquoi il est explosé pendant le Covid? La dynamique, en fait, du marché de la mode, quand je parle de mode, on va dire, premium, voire haut de gamme, en tout cas de mode différencié, pas de mode masse, pour 2 raisons. D'abord, vous avez la clientèle chinoise qui est en phase de montée en gamme de la classe moyenne, et ça, c'est vrai depuis 30 ans. Il n'y a pas de particularité spéciale à ce sujet. Ce qui s'est passé néanmoins pendant le Covid est un phénomène assez unique et que je vais vous présenter en prenant le prisme du luxe, parce que le luxe, c'est un peu une exacerbation de tout ça, mais la dynamique est la même. Vous aviez avant le Covid, donc en 2018-2019, un tiers des ventes de luxe qui étaient en Amérique, un tiers en Europe et un tiers reste du monde. Chine, plus Japon, plus Émirats, plus Russie, plus tout ce qu'on veut. Ce chiffre peut paraître un petit peu surprenant. On serait tenté de penser que justement tous ces marchés émergents représentent la majorité des achats, alors qu'on voit bien que ça n'était qu'uniquement qu'un tiers. Et au sein de ce tiers, la Chine ne représentait que 10%. Donc en 2019, la Chine, c'est 10% des ventes de luxe au niveau mondial. Alors que dans l'esprit de tout le monde, on se dit ça va être 60, 70, 80, je ne sais pas ce que les uns et les autres ont compté. Pourquoi? Parce qu'en réalité, oui, la Chine c'était 10%, mais les Chinois c'était 33%. Donc vous aviez 70% des achats qui étaient faits par des consommateurs chinois qui étaient faits en dehors de Chine. Dans le luxe. Il venait à Paris, il venait à Milan, il venait à Tokyo, il venait un peu partout, pour plein de raisons, entre autres le prix. Et ça en fait généré une distorsion très forte historiquement, qui est qu'il n'y a pas forcément énormément de distribution en Chine. Puisque en fait, c'est souvent le haut de gamme qui crée la distribution, parce que qui crée les malls, etc. Or, quand vous aviez un marché dont 70% des consommateurs allaient acheter à Paris ou à Milan, vous n'aviez pas les structures de distribution locales, les malls, enfin tout ce qui permettait justement une distribution premium. Et en fait, pendant le Covid, donc vous êtes parti d'un marché en 2019 qui représentait 10% du marché mondial, vous l'avez ici, et vous voyez qu'il était déjà en forte croissance. En fait, entre 2012 et 2017, le marché est complètement plat, et il a commencé à accélérer un peu avant le Covid, c'est-à-dire qu'on a des consommateurs qui, justement, veulent découvrir les marques en local, engager avec les marques en local, etc. Et ce qui s'est passé en 2 ans est assez fulgurant, puisqu'en 2 ans, en fait, le marché du luxe en Chine, et à nouveau, quand je parle de luxe, c'est personal luxury goods, donc c'est mode, leather goods, parfums cosmétiques, watch and jewelry, donc qui amènent avec eux dans leurs traces toute la distribution qui permet de se mettre en place. Comme vous le voyez, ce marché a doublé. Il est passé de 10 à 21% du marché mondial et de 30 à 60 milliards d'euros. Donc en fait, pendant le Covid, la distribution en Chine a accéléré phénoménalement, puisqu'en fait, puisque les consommateurs ne pouvaient plus voyager, ils étaient bloqués chez eux, et donc l'opportunité pour les acteurs locaux a été de créer des instruments de distribution. Outils de distribution qui, en fait, n'ont pas pu justement fonctionner pour le luxe, parce que quand vous êtes Vuitton, Hermès ou Chanel, vous vendez chez vous. Et donc, quand vous vendez chez vous, pendant le Covid, vous ne pouvez pas amener vos équipes d'architectes, etc., pour créer des boutiques. Vous êtes incapable, en fait. Donc, cette distribution-là, c'est plutôt créé pour des marques plutôt émergentes que les gens avaient l'habitude de découvrir lorsqu'ils venaient justement à Paris. Ça, c'est la bonne nouvelle. Alors, la moins bonne nouvelle, c'est qu'en fait, pour les marques, au niveau central, vous voyez, la Chine est passée de 10 à 20%, mais en même temps, les consommateurs chinois, je vous l'ai dit, c'est passé de 33 à 22. Donc, paradoxalement, le fait que la Chine ait pris en importance s'est accompagné d'une réduction de son importance stratégique pour les marques. Puisque avant, on vendait beaucoup plus aux Chinois que maintenant, même si le marché chinois a doublé. Il a doublé, mais il n'a pas récupéré la totalité des achats touristiques. Et à l'inverse, quand vous voyez le marché américain, lui, est passé de 22 à 31%. Il a fait en fait la dynamique inverse, ce qui explique pourquoi depuis 2 ans, en tout cas il y a 2 ans, vous avez une accélération très forte de la distribution sur le marché américain, avec tout le monde qui gérait sur la Fifth Avenue, etc. Ces dynamiques, elles sont importantes parce qu'en fait, le Covid a bloqué les consommateurs dans leur territoire d'origine pendant quelques temps, et donc ça a façonné de nouvelles dynamiques de distribution qui étaient des dynamiques beaucoup plus locales. La projection interne, c'est ce qui va nous intéresser le plus, c'est que le marché chinois devrait, d'ici 2025-2030, représenter 25% du marché mondial, à le même niveau que l'Europe ou l'Amérique, et les consommateurs chinois, eux, représentaient la plupart des consommateurs, donc mode haut de gamme. Alors, une fois qu'on a dit ça,
il faut aussi resituer le marché dans sa réalité quantitative. 6,2 millions, c'est le nombre de millionnaires en Chine. Vous avez 6,2 millions de millionnaires en Chine. Donc, forcément, quand on va s'intéresser à la classe moyenne supérieure et la classe moyenne supérieure plus, on va avoir un terreau de travail important qu'on va pouvoir activer. Pour vous donner un ordre d'idée, en Russie, puisque la Russie est un pays qui souvent attise des questions, il y a 408 000 millionnaires. Donc vous avez, faites le calcul, à peu près 20 fois plus de millionnaires en Chine. Mais il y a moins de milliardaires. Donc si vous vendez des jets, des yachts, voilà, il vaut mieux aller en Russie. Par contre, si vous voulez vendre à des classes moyennes supérieures, peut-être qu'il vaut mieux aller en Chine. 120, c'est le nombre de villes chinoises de plus d'1 million d'habitants. Vous avez 120 villes chinoises de plus d'1 million d'habitants. En France, j'ai jamais su s'il y en avait 2 ou 3, parce que quand je dis 2, il y a un Marseillais qui me jette un truc sur la tête. Quand je dis 3, je sais pas, il y a un Lyonnais, je sais pas, il y a peut-être 3, 4 si vous voulez. Mais en tout cas, on a un petit peu la marge. Par contre, vous comprenez la complexité. C'est-à-dire que lorsque vous avez 120 villes de plus d'1 million d'habitants, ça veut dire que lorsque vous travaillez avec des distributeurs et des partenaires, vous ne pouvez pas simplement vous satisfaire de dire « Ah bon, vous êtes en Chine, c'est sympa, c'est quoi votre ville? Nantong. Ah ouais, trop bien, Nantong, je vous envoie un mail. » Parce qu'en fait, la Chine est aussi grand que les 27 pays européens ensemble. Or, quand vous travaillez avec un partenaire européen, je pense qu'assez rarement, vous lui dites « Ah, vous êtes européen, super, on travaille ensemble. » Attendez, est-ce qu'il est, je ne sais pas, en Angleterre, ou en Roumanie, ou en Allemagne. Et inconsciemment, vous savez très bien qu'un partenaire en Roumanie, en Allemagne ou en Angleterre, ça ne va pas être les mêmes partenaires. Si vous sortez d'ici en vous disant que de la même manière en Chine, vous n'aurez pas les mêmes types de cultures, les mêmes types de villes, de sociétés dans ces endroits, dans cette diversité, je pense qu'on n'aura pas perdu notre matinée. Et je dis ça vraiment avec toute l'amitié du monde parce que pour moi, ça a été une surprise et c'est une surprise permanente à chaque fois que je vais en Chine de découvrir d'autres territoires et d'autres cultures que je ne connais pas. Le nord de la Chine, à la latitude du sud de la Suède, il fait très froid. Vous avez des villes comme Harbin où l'hiver, il fait moins 17 degrés et ils construisent le monde entier en glace. Et le sud de la Chine, à la latitude du nord du Maroc, il fait moins froid. Et donc, si vous allez à Hainan, ça ressemble un peu à Hawaï. Donc, quand vous postez avec des Chinois, demandez-leur d'où ils viennent, mais vraiment. Et puis, intéressez-vous, demandez à l'extérieur. Un, ça va créer du lien, ils sont très contents. Deux, vous allez vite comprendre que par rapport à l'endroit où ils sont, en termes de taille de ville, de reach, de consommateurs qu'ils pourront avoir, etc., vous allez parler à des gens qui n'ont absolument rien à voir. Et Shanghai est peut-être une ville encore plus moderne et sophistiquée que Paris, sans rien enlever à la beauté de cette ville qui nous héberge tous. Mais de la même manière, vous allez aller dans des villes en Chine dont le niveau de développement de la mode est plus proche de ce qu'on pourrait trouver, je sais pas, au Portugal, par exemple. Ce qui n'est pas grave, mais on ne peut pas les traiter de la même manière. Donc, n'ayez pas une approche uniforme de la Chine. Je pense que ça ne contribuerait pas à votre business. Ensuite, une fois qu'on a dit ça, la Chine est organisée de manière géographique à travers donc, cette diversité dont je vous ai parlé. En gros, vous avez 3 grandes zones. Je vous remets pour la photo, si vous voulez que je poste comme ça. Mais... Alors, vous avez 3 grandes zones. Vous avez une zone nord, un peu trop haut pour moi, pour le coup, mais qui est là, à la frontière du bleu et du orange. Non, je ne vais pas monter. Qui est autour de Pékin, donc Beijing, Tianjin, etc. Vous avez une zone centrale qui est ici, avec Shanghai, Hangzhou, Suzhou, Wenzhou pour Manon. Et puis vous avez une zone sud avec Guangzhou, donc Canton, Shenzhen, Hong Kong. Vous avez 3 gros pôles. Et vous avez un 4e pôle qui se développe, qui est un pôle plutôt central, avec Chengdu, vous avez peut-être entendu parler, Chongqing, etc. Donc vous avez quand même 3 gros pôles qui sont des pôles plutôt proches des côtes. Et cette structure, qui est une structure géographique, va de pair avec une structure administrative. La structure administrative, elle est en fait en Chine, on organise les villes par tiers. Tier 1, tier 2, tier 3, tier 4, tier 5. Bon. Et maintenant, ils sont même allés à tier 1,5, parce qu'ils ont besoin d'un peu de diversité. Donc, dans le tier 1, vous avez Shanghai, Beijing et ces 2 villes du sud. Donc, voilà, Shanghai est ici, Beijing est en haut. Là, j'ai l'impression de faire la météo, c'est encore mieux. Donc, parce que je ne connais pas votre niveau de connaissance de la Chine, et vraiment, je vous prie de m'excuser si ce sont des évidences pour vous, mais la Chine, c'est complexe, donc je préfère revenir un peu aux fondamentaux. Donc là, vous avez toute une zone, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez un distributeur à Suzhou, pour lui, ça va être très facile d'aller à Shanghai. Quelqu'un de Shanghai d'aller à Suzhou. Vous voyez, Ningbo, les gens connaissent bien Shanghai. Mais si quelqu'un vous appelle de Changsha, oubliez Shanghai, ça n'a rien à voir. C'est à 1 heure d'avion, quoi, ou 2 heures d'avion. Par contre, Suzhou, c'est 1 heure de voiture. Bon. Et en fait, donc là, vous avez un premier cluster qui est un cluster important. Pourquoi Chengdu a autant de succès chez les marques et pourquoi beaucoup de marques, par exemple Ali a ouvert à Chengdu d'abord, beaucoup de marques sont en train de réfléchir, Manolo Blahnik est en train de réfléchir à Chengdu en premier, parce que Chengdu est très loin du reste en fait.
Donc Chengdu, vous avez 150 millions de consommateurs pour qui la ville, c'est Chengdu. Et donc, quand vous voulez aller acheter des marques, vous allez à Chengdu, ce qui est une force phénoménale que n'a pas Shanghai. Parce que les gens de Suzhou vont rester à Suzhou. Il y a déjà des malls, il y a plein de trucs en local. Donc ça, c'est important d'avoir au moins ça quelque part sur le bureau pour que quand quelqu'un vous appelle, vous dites quel est le niveau de développement de la ville. Est-ce que c'est une des 4 grandes villes ou est-ce que c'est Chengdu, Hangzhou, Nanjing qui sont les new Tier 1? Ce sont des villes qui maintenant sont en train de basculer en Tier 1. Chacune d'entre elles, vous avez la population. Donc Shanghai, c'est 26 millions. Pékin, c'est 21 millions. Donc ce sont des petites bourgades qui ne sont pas complètement inintéressantes. Et cette diversité géographique et aussi les évolutions, parce que vous avez des villes qui vont évoluer à des vitesses différentes, dans des dynamiques différentes, fait que pour les marques, quand on regarde les pop-up, moi j'aime beaucoup regarder les pop-up parce que les pop-up, c'est plus facile à ouvrir qu'une boutique, et donc c'est plus en phase avec la dynamique de marché. Quand on prend les 100 plus grandes marques mondiales, vous voyez que l'écrasante majorité des pop-up qu'ils ouvrent sont en Chine. Ensuite, on a Japon, ensuite, on a les États-Unis. Et en Chine, quand on regarde où ils ouvrent, oui, vous voyez Shanghai, Shenzhen et Beijing. Donc, dans les 4 premières, vous avez 3 tiers 1, mais vous avez aussi Chengdu, dont je vous ai parlé, qui est une ville de l'intérieur qu'il faut vraiment regarder. Chengdu, donc c'est dans le Sichuan, c'est plus dans le centre de la Chine, on va dire. Donc, c'est peut-être le poivre du Sichuan. Donc, on mange très épicé, mais on mange très bien. C'est la capitale des pandas aussi. Si vous voulez prendre un panda dans vos bras, il faut aller à Chengdu. Mais il faut y aller accompagné quand même, parce qu'un panda qui s'énerve, c'est pas hyper agréable. Mais c'est une ville extraordinaire avec beaucoup de culture locale et donc beaucoup de marques y résident, ou en tout cas ils prennent résidence avec plaisir. Vous avez ensuite Sanya, vous voyez le 5e. Sanya, en fait, c'est une petite île au sud de la Chine qui est ici et qui est une île duty free. Donc Sanya, c'est une île qui est un peu le Hawaï chinois et qui est complètement duty free. Ce qui est une particularité administrative. Donc vous allez peut-être être contacté par des opérateurs de Sanya. Il n'y en a pas des milliers. Hein. Donc, il y a un quasi-monopole chez CDFG, China Duty Free Group, et Sanya est 100% duty free. C'est-à-dire que tout ce que les consommateurs chinois vont acheter à Sanya sera duty free. Ce qui a expliqué une explosion des ventes pendant le Covid. Maintenant, une fois que la Chine s'est réouverte, beaucoup de consommateurs vont avoir tendance d'aller au Japon ou en Corée versus Sanya, parce que Sanya est un peu saturé de consommateurs locaux qui n'avaient nulle part ailleurs où aller pendant le Covid. Cependant, la raison pour laquelle je mentionne Sanya et Duty Free, c'est que le Duty Free va être amené à considérablement se développer dans les mois et les années à venir. Ça a été réaffirmé lors du plan qui a été présenté la semaine dernière en Chine. Et donc, le Duty Free va être une manière aussi de développer l'intérieur de la Chine dans les années à venir. Très probablement, certaines villes deviendront Duty Free, ce qui voudra dire que si la Chine décide de développer l'intérieur, ils peuvent prendre, parce qu'en fait, c'est une décision purement discrétionnaire. C'est comme si la France disait la Corse, c'est duty free. On prend une île, on dit c'est duty free. Mais il n'y a pas de raison géographique, si vous voulez. Sauf que quand vous dites la Corse, c'est duty free, les gens, quand ils arrivent à l'aéroport de Charles de Gaulle, ils passent au duty free. Ils ont un avantage. Sur place, ils ne payent pas la TVA. C'est un peu sympa. Donc en fait, vous allez développer la ville. Pour la Corse, ce sera plus compliqué. Parce qu'il va falloir qu'ils se mettent d'accord avec les locaux. Mais en tout cas, c'est un outil de développement économique phénoménal. Et la Chine va l'utiliser à cet effet, donc probablement vers l'intérieur des terres. Il y a déjà des projets sur le terminal 2 de Hangzhou, le terminal de Pékin, etc. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire. Une fois qu'on a vu que le marché avait du potentiel, quel est le mindset des consommateurs? Alors, le mindset des consommateurs, et ça me semble important, il a lui aussi changé avec le Covid. Pourquoi? Parce qu'il y a 30 ans, la Chine, c'était l'usine du monde. C'était l'usine du monde, c'est comme ça que la Chine a commencé à se développer, et donc les marques, c'était principalement des marques hongkongaises à la fin des années 90. Et puis, la Chine est devenue le marché du monde. C'est-à-dire que depuis les années 2000, toutes les marques se sont intéressées à la Chine pour non pas y produire ou y acheter, mais pour y vendre. Et donc, toutes les marques étrangères sont arrivées. Pendant cette période, je rappelle juste pour information que si le PIB mondial a à peu près doublé, et en 30 ans, le PIB américain a été multiplié par 2, le PIB mondial par 2,30, le PIB chinois il a été multiplié par 14. Quand le PIB est multiplié par 14, l'impact au niveau individuel il est phénoménal. Et donc la Chine s'est transfigurée 5 à 6 fois plus vite que le reste du monde. Moi je dis souvent 7 fois plus vite, parce que si une année c'est 7 ans, c'est pour ça qu'il y a une vie de chien en Chine. Et c'est pas complètement faux, parce que c'est vrai que la pression va avec. Mais en tout cas, ces années de 2000 à 2020 ont été des années où la Chine, en fait, a attiré toutes les marques du monde entier qui sont venues et qui sont battues pour prendre des parts de marché. Pendant le Covid, c'est ouvert une nouvelle période.
Cette nouvelle période, c'est une période dans laquelle la Chine n'est pas simplement un marché, c'est aussi un laboratoire. C'est un laboratoire d'innovation. C'est un laboratoire où, en fait, quand on va en Chine, c'est pas forcément un pays qui essaie juste d'apprendre ce qu'on fait. Ils ont aussi une avance sur certains sujets technologiques, les véhicules électriques, etc. Et donc, dans le cadre de ce laboratoire, émergent aussi des marques chinoises ou des retailers, en fait. Parce qu'avant, les retailers qu'on connaissait, si on pense à, je sais pas moi, K11, etc., c'était des Hongkongais. Donc Hong Kong, c'est la Chine, c'est le Greater China. Là, vous avez des retailers purement chinois, qui connaissent pas tous les codes des marques, qui connaissent pas, mais qui ont une maîtrise locale beaucoup plus forte et qui ont aussi gagné avec l'enrichissement précédent de quoi opérer. Donc ça, c'est un premier sujet qui est intéressant. Et pourquoi il est intéressant? Parce qu'en fait, si on regarde l'impact que ça a eu du point de vue des consommateurs, les consommateurs, il y a 20 ans, ils achetaient des marques, et on va dire du luxe, pour montrer leur succès et leur modernité. Ils achetaient uniquement pour montrer leur succès et leur modernité. Et ils voulaient montrer qu'ils étaient différents de ceux qui n'avaient pas d'argent. Puis 10 ans plus tard, ils ont voulu montrer leur succès et leur identité. Parce que si tout le monde a Louis Vuitton, alors avoir le Vuitton n'a plus grand intérêt, donc je vais acheter Chanel pour montrer que je suis différent des gens qui ont Vuitton. Aujourd'hui, ce qui est assez extraordinaire, c'est que depuis le Covid, les gens ne cherchent plus particulièrement à montrer leur succès, ils veulent juste montrer leur identité. Et donc, ils vont acheter des marques qui vont les représenter, même si ce n'est pas forcément les marques les plus chères. Parce que acheter une marque qui représente une identité, mais qui n'est pas la plus chère, c'est être 2 fois plus intelligent. Un, parce que vous avez une marque qui vous représente, et deux, parce que vous n'êtes pas forcément le bêta qui fait la queue pendant 5 heures pour payer le truc le plus cher. Sauf qu'avant, pour aller acheter ces marques qui représentent une identité, leur seule manière, c'était de venir à Paris. Ils venaient à Paris, ils avaient des amis locaux qui étaient étudiants, qui étaient machin, qui leur disaient regarde, cette marque est super sympa, ils ont une boutique dans le Marais, va voir, et puis vous avez des consommateurs qui venaient un peu perdus et qui découvraient votre marque. Aujourd'hui, on ne les a pas encore parce que le tourisme chinois au niveau mondial, il est passé de 150 millions de personnes pré-Covid à 80-85 aujourd'hui. C'est en train de rattraper, mais ça n'a pas encore repris. Et en France, on n'en est pas du tout au niveau pré-Covid. Petite parenthèse cependant, puisque j'aime bien les chiffres et je trouve que ça permet de faire gagner beaucoup de temps. Est-ce que vous avez la moindre idée du nombre de touristes que recevait la France avant le Covid? C'est à peu près le même nombre aujourd'hui du reste. Donc en France, il y a 68 millions d'habitants, grosso modo. Vous avez une idée du nombre de touristes qu'il y avait à l'année? Un peu plus, beaucoup plus. Combien? Oui, vraiment pas loin, 88 millions. Donc vous aviez plus de touristes que d'habitants. Ça, vous le voyez à Paris, de toute façon. Il y avait plus de touristes que d'habitants. Donc vous aviez 68 millions d'habitants, 88 millions de touristes. Parmi ces 88 millions de touristes, quel était le pourcentage de Chinois d'après vous? Un tiers? 50%? Je vais vous faire gagner du temps parce que j'en ai pas beaucoup aujourd'hui, alors on a beaucoup de pression. C'est 2,5%. 2,5% des touristes avant le Covid, c'était des Chinois, et donc sur 88 millions, c'était 2,2 millions. Vous aviez uniquement 2,2 millions de touristes chinois qui venaient en France. Et nous, on a l'impression qu'on en voyait partout, qui faisaient la queue aux galeries. Voilà. Alors, 2,2 millions sur 1 milliard, je n'ai pas besoin d'avoir un PhD en maths pour vous dire que s'ils veulent vraiment venir, vous allez les voir. Mais vous n'avez rien vu. Parce que vous avez vu au pic 2,2 millions de touristes sur un pays de 1,4 milliard. Okay, et même 2,2 millions sur 150 millions qui voyageaient. C'est absolument rien. Donc le jour où la Chine veut vraiment venir, ça a un peu changé le game. Mais ce jour n'est pas arrivé, et il n'est jamais arrivé. Aujourd'hui, il y a juste eu des gros groupes qui sont venus aux Galeries Lafayette, ou des choses qui étaient très visibles, mais ce qu'on appelle la croissance du FIT, c'est-à-dire du tourisme individuel chinois, en fait, elle n'est jamais arrivée encore en France. On lui souhaite arriver, mais elle n'est pas encore là. En attendant, quand vous voyez le développement du marché local, et ça a été une accélération phénoménale pendant le Covid, qu'est-ce que ça a fait? D'abord, ça a fait qu'on est passé, on va dire, du luxe à la mode. Donc, beaucoup de marques émergentes de mode se sont mises à se développer. Mais même le luxe s'est modifié, on va dire. Modifié au sens rendu plus mode. Vous voyez bien que les marques de luxe sont beaucoup plus sneakers, beaucoup plus t-shirts, beaucoup plus avec des capsules, des changements tous les 3 jours, quoi. Parce que les consommateurs chinois étant très jeunes, il fallait être beaucoup plus fun, beaucoup plus trendy dans l'activation. Mais vous avez aussi beaucoup de nouveaux secteurs qui sont arrivés. La mode de niche, ça c'est à peu près vrai dans tout, par exemple dans le sport, je ne sais pas si certains d'entre vous s'intéressent au sport, ou à l'athleisure, toutes les marques de sport cartonnent en Chine. Bon, outdoor, tout ce qui est camping, cartonne en Chine. Le parfum. Le parfum n'est pas du tout un secteur qui est développé en Chine et est en train de se développer de manière astronomique. Mais comme ils partent de zéro, ils ne vont pas acheter Dior et Chanel.
Les marques qui marchent le plus en Chine, c'est l'Artisan Parfumeur, Atelier Cologne, Francis Kurkdjian, Serge Lutens. C'est ça qui est sympa. C'est qu'en fait, ils arrivent très tard, à un moment où justement, ils peuvent avoir le plaisir de tout de suite choisir des marques très identitaires. Et donc, au grand bonheur de ces marques-là qui explosent tout en Chine. La marque de souliers qui marque le mieux en Chine, c'est Roger Vivier. Roger Vivier, c'est pas le numéro 1 mondial, sans rien enlever la beauté de Roger Vivier. Mais ce que je veux dire, c'est que quand vous êtes face à Louboutin, Jimmy Choo Co., a priori, vous êtes mort. Sauf que si vous arrivez à un moment où tout le monde découvre le marché, si vous êtes plus rapide et plus malin, c'est vous qui allez prendre le marché. C'est vrai pour la maison aussi. Tout ce qui est home et lifestyle est en train d'être découvert et développé en Chine, ce qui est assez nouveau. Bon. Donc en fait, cette accélération, on va dire, de l'évolution du marché, elle est passée d'un marché qui était plutôt vers un marché très vers l'extérieur, vers l'image. Je montre que je suis successful, je montre que j'ai réussi, que ça vaut cher, etc. Vers quelque chose de beaucoup plus aspirationnel ou émotionnel, avec le wellness et la sustainability qui sont très, très, très développés en Chine. D'ailleurs, tout ce qui est lié à l'environnement est très développé en Chine, contrairement à ce qu'on peut croire. On croit qu'ils ont juste des usines et qu'ils aient pollué. En général, beaucoup plus en avance que nous sur ces sujets. Tout ce qui est lié au value for money, donc c'est quel est en fait l'intérêt pour moi, parce qu'il y aura toujours moins cher en Chine. Donc si vous n'êtes pas cher, vous serez trop cher. Si vous avez une marque extraordinaire, c'est un autre sujet. Et l'entre-deux, il faut le calibrer évidemment. Mais tout ce qui est le narratif de la marque et l'expérience sont fondamentaux, me semble-t-il. D'autant plus que 1,3 milliard, c'est le nombre de réseaux sociaux en Chine actifs tous les jours. Et en fait, c'est juste tout le monde. C'est-à-dire que vous n'avez personne en Chine, il n'y a pas une seule personne en Chine qui n'a pas WeChat. Les grands-parents, les petits-enfants, tout le monde a WeChat. Vous n'avez pas une personne qui n'a pas WeChat. Et d'ailleurs, vous voyez même dans la rue, vous avez des allées pour les gens qui sont sur leur téléphone pour pas qu'ils tapent. Les gens qui ne sont pas sur leur téléphone. Donc, si vous n'êtes pas sur votre téléphone, vous marchez sur la partie droite, comme ça évite les conflits. Du reste, et je suis dernier aparté, mais ça vous montre quand même que dans la vision chinoise, le fait de ne pas être sur son téléphone, c'est un pas. C'est-à-dire que tu n'es pas sur ton téléphone. Alors que c'est un peu juste être normal, quoi. Bon. De la même manière que l'online, quand il arrive en France, a dit vous êtes online ou offline. Donc il nous dit que c'est offline. Donc on sous-entend quelque part avec le offline, on va débrancher la ligne. Donc c'est moins bien d'être dans une vieille boutique débranchée qu'être en ligne. Donc tout ce vocable a du sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour les gens qui l'utilisent, être online, c'est cool, offline, bah, c'est moins bien, t'as débranché. Pas être sur ton téléphone, ah bah, c'est pas grave, oui, t'as qu'à marcher dans la rue. Donc en fait, cette digitalisation, elle a aussi un biais cognitif et que c'est mieux d'être sur le digital. Alors, je ne sais pas si c'est mieux, mais ce qui est sûr, c'est qu'en Chine, c'est différent, parce qu'en fait, la plupart des plateformes que vous connaissez ici sont interdites en Chine. Google est interdit en Chine, LinkedIn est interdit en Chine, Facebook est interdit en Chine, Twitter est interdit en Chine et Instagram aussi. Ce qui veut dire qu'en fait, la Chine a créé des équivalents locaux qui en fait vont s'intégrer dans la consumer journey de votre consommateur. Donc, il va découvrir des produits par Little Red Book, TikTok, etc. Puis peut-être aller en boutique. Mais en gros, si vous n'avez pas de présence online, soit il vous découvre en boutique et la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va taper votre nom dans je sais pas, sur Poncho ou dans TikTok. Lui, il veut voir si vous existez, il veut voir si vous êtes vrai. En fait, c'est son réflexe. Il n'y a pas Google. Donc, il ne peut pas taper dans Google comme on fait nous. Lui, il va aller dans une application tout de suite. Donc il y a deux, trois applications qui drivent 80% du trafic. Et donc vous êtes obligé de créer un compte, même s'il est quasiment vide, qui dit un peu qui vous êtes, etc. Faute de quoi, il va chercher, vous n'existez pas, et vous ne ferez jamais rien. Ou pire, quelqu'un d'autre va prendre votre nom, va animer un faux compte et vendre vos faux produits ou vos produits en prix, en fait, un marché clé. Et puis, vous allez avoir la considération qui, pareil, est un mélange d'online, offline, et ça va acheter en boutique. Mais la boutique, votre wholesaler, ne peut pas fonctionner si vous n'avez pas à minima les codes fondamentaux qui vous font exister en ligne. Je suis désolé de vous dire ça, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais en tout cas, vous serez incapable d'avoir un distributeur en Chine qui achète et qui vend vos produits si vous n'avez pas le minimum fondamental d'existence, parce que les gens, ils vont taper votre nom et vous n'existez pas. Et c'est comme si moi, je voulais vous vendre une société ou un produit, vous tapez dans Google et la boîte n'existe pas. Je vous jure que si une boîte n'existe pas dans Google, vous n'achèterez jamais rien. C'est impossible, parce que pour vous, ce n'est pas une boîte sérieuse. Et donc, dans les systèmes que vous allez devoir activer, il n'y en a pas des millions, je vous rassure, mais chacun a des millions de personnes. Vous avez WeChat. Donc, WeChat, c'est un espèce de WhatsApp super boosté qui fait à peu près tout. Vous avez au milieu Douyin, qui est TikTok. Donc, TikTok, je pense qu'avec le Covid, tout le monde connaît ici. C'est une application où vous avez
la merde qui défile toute la journée. Mais après, vous pouvez en créer aussi hein, pour améliorer l'humanité. Et puis ensuite, vous avez deux autres applications. Ouais, je sais, je ne reviendrai plus, mais c'est pas grave. Enfin, j'accepterai les conséquences de mes actes. Je suis pas hyper fan de TikTok, mais je rien contre. Ensuite, vous avez Weibo, c'est le deuxième en partant de la droite, c'est un peu un Twitter. Donc en fait, Twitter, vous postez des images ou du texte, c'est assez plat, et c'est quelque chose qui est un peu en perte de vitesse. Et vous avez Little Red Book à droite, on vous donnera les slides, je vous rassure, c'est juste pour vous donner une ordre d'idée, et vous avez le nombre de monthly active users. Donc vous voyez par exemple que sur TikTok, vous avez 723 millions de personnes tous les mois se connectent. Sur WeChat, c'est simple, c'est 1,33 milliard, c'est la population. Il n'y a pas une personne qui ne se connecte pas. Et donc, en fait, ça c'est important parce que 69% des consommateurs de luxe et de premium sont des jeunes, qui en fait ne sont que 29% de la population. Donc les jeunes, c'est 29% de la population, mais c'est 69% des acheteurs. Et ces jeunes-là, pourquoi ils achètent autant? Pour deux raisons. La première, c'est qu'en fait, comme vous êtes à la deuxième génération d'enfants uniques, l'enfant unique en Chine, ça a commencé dans les années 1978-1980. Donc imaginez qu'en 1980, vous avez eu des enfants uniques qui, vers 20-22 ans, ont eu des enfants, qui sont donc nés en 2002. Aujourd'hui, en 2022, leurs enfants ont 20 ans, 19 ans. Et donc, c'est la deuxième génération d'enfants uniques, ce qui veut dire que les enfants chinois, en général, ces enfants uniques, donc ils n'ont pas de frères, ils n'ont pas de sœurs, ils n'ont pas non plus de cousins, puisque leurs parents eux-mêmes sont des enfants uniques. Donc, ils n'ont pas de frères, pas de sœurs, pas de cousins, pas d'oncles, pas de tantes. Donc, ils ont 4 grands-parents, 2 parents, et eux, tout seuls. Et donc, quand ils arrivent à 18 ans, ils ont beau gagner 1 000 ou 2 000 euros par mois, vous avez bien un grand-père qui va vous offrir un appart, une grand-mère qui vous achète une voiture, et puis toute la famille. En fait, vous avez 6 personnes qui vont vous amener toutes les ressources qu'ils ont pour vous permettre de vivre, vous développer et vous épanouir. Enfin, ils vont aussi vous mettre toute la pression de 6 personnes. Si vous ratez votre vie, vous tuez 4 familles. Ce qui est quand même pas hyper sympa, et d'où la pression sociale. Mais c'est un fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne comprend pas pourquoi les jeunes Chinois ont autant d'argent. Je vais vous le dire, c'est pas parce qu'ils gagnent autant d'argent, c'est parce qu'ils dépensent tout l'argent qui a été économisé par les générations d'avant. Mais dans 4-5 ans, quand ils vont devoir payer les retraites des 6, je pense que ça va être beaucoup plus calme, question sneakers Balenciaga. Mais pour l'instant, c'est ça la réalité. Et cette réalité, c'est que ces jeunes-là, 50% d'entre eux, on va pas me casser la gueule, tu vas gagner maintenant. 50% d'entre eux ont commencé à acheter du luxe il y a moins d'1 an. C'est normal, ils ont 19 ans, 18 ans. Et quand je dis luxe, c'est premium, c'est pareil. Donc, ces jeunes consommateurs, ils n'ont pas pu commencer à acheter il y a 5 ans. Il y a 5 ans, ils étaient au collège. Donc, ils commencent maintenant. Mais s'ils ont commencé il y a 1 an, ça veut dire que si votre marque était super stylée avant le Covid et qu'elle cartonnait, ils ne l'ont jamais vue. Si votre marque était super stylée et qu'elle cartonnait il y a 1 an, ils ne l'ont jamais vue. Et même si votre marque est super stylée et qu'elle cartonne maintenant, ils vont l'acheter. Mais ceux qui vont arriver sur le marché dans 6 mois, vous allez redevoir tout faire pour aller gagner les nouvelles vagues de permanence de nouveaux consommateurs. Et c'est ça qui explique la surviralité et la complexité du marché chinois où tout le monde se bat pour avoir des influenceurs postés, parce qu'on vient récupérer des nouvelles vagues de nouveaux consommateurs en permanence. Et si vous le ratez, quelqu'un d'autre arrive, type Roger Vivier, enfin c'est une très belle marque, je n'ai pas de sujet contre Roger Vivier, et dit « je suis numéro 1 ». Mais comme personne n'a pour comparer, bah, il peut le dire et gagne. Ça, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle pour des marques qui arrivent, parce que si vous arrivez intelligemment au bon moment avec le bon message, vous pouvez surfer sur cette tendance. Alors, la distribution en Chine, puisque c'était le sujet et qu'on est quand même à 11h30, je vais essayer d'en dire un mot. La distribution en Chine, vous l'avez compris, elle est à prendre dans un environnement plus global. C'est pas juste j'ai un distributeur, il a mis mon produit et je ne comprends pas pourquoi il l'a ou il ne l'a pas vendu. En fait, la distribution en Chine, elle n'existait quasiment pas il y a, je sais pas, 10 ou 15 ans, parce qu'en fait, les boutiques en Chine n'étaient que des vitrines qui permettaient d'acheter à l'étranger. Donc, il fallait avoir beaucoup, beaucoup d'argent pour se permettre d'avoir une belle boutique en Chine qui allait vendre à Paris ou à Milan. C'est ce qui passait avant le Covid. Pendant le Covid, la vitrine est devenue digitale et les achats se sont faits en local, plus en duty free. La boutique post-Covid, en fait, c'est une boutique qui n'est pas là pour vendre. C'est une boutique qui est là pour communiquer. Parce qu'en Chine, on a très vite compris que vous n'avez pas besoin de la boutique pour acheter. Il suffit de prendre votre téléphone. Si vous voulez acheter quelque chose, prenez votre téléphone. Pourquoi vous allez prendre la voiture, vous garer pour aller acheter un produit? La boutique n'est plus transactionnelle. La boutique elle est là pour vous expliquer l'environnement de la marque, pour communiquer sur la marque et vous faire engager avec la marque. Et donc la boutique, qui dans notre conception occidentale est une vision retail, de vente, en Chine, c'est une vision de communication. Et ça change un peu la donne.
Parce que si vous voulez, dans un environnement assez complexe, où grosso modo, vous avez l'offline et l'online, je mets de côté duty free, parce qu'on en a déjà parlé, vous voyez que vous avez différents canaux de department store, de standalone, de multi-brand. Vous, ce qui va vous intéresser, c'est des multi-brand retailers. Et je sais qu'il y a un gros travail qui a été fait de mapping, donc on va vous en parler. Mais en fait, cette pièce-là n'est qu'une pièce d'un environnement, on va dire, plus global, où votre distribution va être très, très, très imbriquée avec votre communication. Et tout ce que vous allez faire en boutique ou sur les réseaux doit être un mélange de communication et de distribution. Peut-être que vous avez entendu parler du live streaming. Oui? Non? Un peu. Bon. Le live streaming, c'est Pierre Bellemare, 30 ans plus tard, en chinois. Donc, c'est quelqu'un qui se met devant un écran et qui joue un truc. Bon. Sauf que lui, il le fait sur TikTok, et beaucoup plus jeune, et qui le fait avec une viralité, une force très forte, et qui suffit de cliquer pour acheter. Bon. Ça, c'est devenu aujourd'hui, donc ça croît de 20% par an, à peu près, le social selling en Chine. C'est 20% de croissance par an quand l'e-commerce est flat. Donc, en fait, c'est lui qui est en train de récupérer la croissance et le développement de l'e-commerce. Et donc, en fait, si vous voulez, donnez-moi un instant, voilà, toute la croissance du marché est en train de se faire sur ces plateformes qui sont Red et Douyin, où les marques vont investir de plus en plus pour aller vers de l'activation et du social selling. WeChat est un cas à part. C'est un cas important parce qu'en fait, WeChat, ce n'est pas une application, c'est comme un operating system, si vous voulez. C'est un mélange de tout ce que vous pouvez imaginer. C'est-à-dire que vous allez parler sur WeChat. Moi, aujourd'hui, je communique avec la totalité de mes collaborateurs chinois sur WeChat, mais vous allez aussi poster votre réalité sur WeChat, vous allez acheter vos billets d'avion sur WeChat, vous allez commander votre taxi sur WeChat, vous allez faire tout ce que vous pouvez imaginer que vous feriez avec votre téléphone, vous allez faire sur WeChat. Et donc, en fait, WeChat n'est pas une application. Quelque part, je pense que la plupart des consommateurs chinois, si vous leur enlevez toutes les applis sur WeChat, ils ne sont pas très embêtés. Parce que dans WeChat, vous pouvez avoir un mini-programme. Donc imaginez que dans WeChat, vous avez un mini Uber qui vous commande un Uber. Vous avez un mini Deliveroo pour commander à manger. Vous avez un mini Louis Vuitton pour commander Louis Vuitton. En fait, vous avez beaucoup de mini-programmes dans WeChat qui vous permettent d'être complètement autonome. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce qu'en fait, ce que vous allez faire avec les distributeurs, eux, ils ont compris tout ça, ce sont des Chinois. Donc, ils vont aussi avoir des mini-programmes sur WeChat. Ils vont aussi communiquer sur votre marque en ligne. Et donc, lorsque vous allez les mapper pour vous demander avec qui vous voulez bosser, regardez d'où ils viennent, regardez leur infrastructure en termes de nombre de boutiques, mais regardez aussi ce qu'ils font en ligne. Parce que si ça se trouve, ils n'ont qu'une petite boutique quelque part, mais ils vendent beaucoup en ligne par plein de canaux indirects, ce qui explique leur force de frappe. Ou à l'inverse, ils ont beaucoup de boutiques physiques, un peu old school, et ils ne sont pas présents en ligne. C'est deux profils qui n'ont rien à voir. Vous leur parlez pas de la même manière, vous n'avez pas de faille de la même manière avec eux, etc. Et au final, le challenge, c'est que petit à petit, la Chine nous met face à une réalité qui est complexe, qui est que de la même manière qu'à un moment donné, on n'a plus été capable de distinguer l'online et l'offline, puisqu'il y a longtemps, en fait, on disait, alors ça c'est online, ça c'est offline, maintenant c'est plus possible. Parce qu'en fait, vous voyez un truc sur Insta, vous passez en boutique l'essayer, puis quelqu'un vous en parle, puis vous rentrez en boutique, puis vous l'achetez je sais pas, en e-commerce. En fait, on ne sait plus distinguer l'online et l'offline. Les marques ont compris, d'où l'omnichannel. Mais demain, vous ne saurez plus non plus distinguer la communication de la distribution. Ça, je vous le signe. Ça veut dire que quand vous allez mettre des budgets sur une plateforme comme WeChat, qui est de la communication, avec un influenceur qui dit « Ouais, la marque est super, c'est top », vous le payez pour faire de la com. Très bien. Sauf qu'en fait, en bas, il y a un clic et vous achetez. Comment vous calculez les ROI? Il y a une partie de ce que vous avez fait qui est de la com et une partie qui est de la distribution. Et donc, en fait, toutes les plateformes de communication, comme WeChat ou TikTok, deviennent des plateformes de distribution. Et en fait, les plateformes de distribution elles-mêmes deviennent des plateformes de communication. C'est comme ça la Chine aujourd'hui. Votre boutique, vous allez faire des travaux plus forts pour communiquer, pas pour vendre. Quand vous prenez un influenceur qui vous coûte 1 ou 2 millions, vous savez très bien qu'il va vendre beaucoup. Mais il va aussi faire énormément pour brand awareness. Donc, si vous voulez aller en Chine et que vous voulez y investir, je pense que vous êtes obligé de casser un peu ce silo mental de qu'est-ce que c'est que la com et qu'est-ce que c'est que la distribution. Essayez de prendre ça de manière globale en vous disant quelle est la meilleure manière d'engager avec nos clients, nos consommateurs, nos partenaires sur ces sujets. Alors, ensuite, je ne vais pas tout de suite dévoiler les secrets de la maison. Mais voilà, ce que je voulais, c'était simplement vous donner un petit peu une overview de ce qui a changé. Beaucoup de choses ont changé en Chine. La Chine s'est
très digitalisée et a accéléré cette mutation. Elle s'est rajeunie d'une certaine manière aussi dans sa curiosité par rapport aux marques. Et aujourd'hui, elle attend que les marques viennent à elle. Malheureusement, vous êtes en ce moment face à une Chine qui est en train de redémarrer et qui est en difficulté. Pour une raison qu'on oublie toujours de mentionner, c'est que la Chine aujourd'hui, elle est un an post-Covid. Le Covid, il a fini en décembre 2022. On est un an post-Covid. Nous, ici, on est 4 ans post-Covid ou 3 ans post-Covid. Un an post-Covid, je vous ramène un peu en arrière, on était tous chez nous, on était un peu flippés, on partait tous en vacances dans le sud de la France ou pas très loin en se disant, bon, quand même, il faut que je puisse rentrer à Paris si besoin. Les verres de vin dans la rue, on les prenait par la fenêtre et on restait à 2 mètres des amis. Donc, les sociétés ont mis des années à absorber cette transition post-Covid et l'économie a été beaucoup soutenue par l'État pour permettre de l'absorber, avec le chômage partiel, PGE et j'en passe. En Chine, ils n'ont pas tout ça. Et donc, quand vous êtes un distributeur en direct, comme un Vuitton ou Hermès, bon, ben, vous prenez sur vous et vous redémarrez votre boutique. Mais quand vous êtes un revendeur, vous retrouvez des stocks colossaux où pendant 4 mois ou 5 mois, vous avez payé le loyer, vous n'avez rien vendu. Là, vous êtes face à des gens qui eux-mêmes travaillent pour un vendeur, donc qui ont des problèmes, le chômage, etc. Et, qui ont pas... et donc, le pays va prendre probablement encore 12 mois pour absorber cette transition qui est extrêmement douloureuse. Et tous les distributeurs et les revendeurs et les multimarques sont aujourd'hui pris à la gorge parce qu'ils ont perdu beaucoup d'argent. Et ils ne sont pas capables de passer de nouvelles commandes parce qu'ils doivent d'abord se débarrasser du stock. Ça, c'est la réalité un an post-Covid qu'on a tous connu dans le monde entier. Je ne suis pas sûr qu'un an post-Covid, la France a été votre meilleur marché. Donc il faut attendre que la Chine absorbe aussi. Et on a tort de comparer la Chine aujourd'hui avec la France ou les États-Unis. Parce qu'ils sont à un autre moment, de la même manière qu'en 2020-2021, nous, on était en grande souffrance et eux étaient en méga accélération. Parce qu'ils n'avaient pas le Covid et donc ils ont gagné. Enfin, ils ont gagné des parts de marché. Voilà. Donc, je voulais juste remettre ça dans son contexte pour dire que ça prend un petit peu de temps, mais qu'après tout, c'est sûrement maintenant qu'il faut marquer des points. J'ai trop parlé, je suis désolé, et j'espère que ça ne vous a pas trop embêté. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le temps de récupérer le ClickShare. Est-ce qu'il y a quelques questions pour Jonathan? Sinon, on les prend toutes à la fin. Il y a déjà quelques questions. Alors, il y a une question sur le chat. Ah, Jonathan. Est-ce que sur WeChat, il y a un algorithme comme sur TikTok, par exemple, qui vous montre à des gens qui ne sont pas dans vos contacts? Donc, est-ce que sur WeChat, vous pouvez être vu par des gens qui ne sont pas sur vos contacts? La réponse est oui. Je te détaille. En fait, sur WeChat, il y a quand même une difficulté, il y a une différence assez fondamentale qui est bien précisée. Pardon. Du coup, j'ai éteint mon ordi, peut-être que tu mettes ton micro. Oui. Sur WeChat, c'est un canal de communication C2C. C'est comme WhatsApp, si vous voulez. Donc, quand vous suivez une marque sur WeChat, si vous suivez une marque, vous ne savez pas combien de personnes suivent la marque. Le but, c'est pas de se comparer en disant j'ai 30 millions de followers, 12 millions de followers, 40 millions de followers. Si vous suivez une marque sur WeChat, vous la suivez, c'est très bien. Mais vous ne savez pas combien de personnes la suivent. Déjà, très bonne nouvelle. Parce que vous n'avez pas honte à avoir un compte nouveau. Vous savez que vous avez des gens qui vous suivent. Très bien. Mais on ne sait pas s'il y a 15 millions d'autres. 2, parce que vous suivez cette marque sur WeChat, quand elle va mettre des actualités, elles vont vous arriver dans votre flux comme un WhatsApp, comme un petit message. Et vous allez engager. Donc, la seule manière pour une marque d'être connue, c'est, quand elle va travailler avec WeChat, d'être poussée dans les flux de ses followers, mais il n'y en a pas beaucoup au début, et des gens qui, par capillarité, ressemblent un peu à ses followers. Oui, mais ce n'est pas un jeu qui est une concurrence. Parce qu'aujourd'hui, si vous êtes sur WeChat, vous ne pouvez pas comparer Hermès, Chanel et Vuitton. Vous ne savez pas combien ils ont de followers. Ce qui est très bien d'ailleurs. Et donc ça, c'est un peu une bonne nouvelle et c'est une manière d'interagir qui est très différente et beaucoup plus personnalisée avec la marque. Mais oui, ça marche. Oui. Et bonjour, j'ai une autre question à l'oral. Du coup, pour vous, il vaut mieux attendre avant d'intégrer un showroom commercial. En France, sans contact chinois, 30 000 ans, il faut que vous ayez forcément quelqu'un qui, à un moment donné, va pouvoir enregistrer, parce qu'il y a un enregistrement qui va être local, mais il y a plein de gens qui font ça. On peut vous aider à le faire si vous voulez, mais même amicalement, je veux dire, c'est pas compliqué. C'est juste que quelqu'un doit enregistrer à votre nom. Par contre, la création, c'est une chose. Après, il y a l'animation, il y a le fait, mais non, le délai moyen de création, vous devez avoir quelqu'un qui va faire le processus en Chine, mais ça prend combien de temps maintenant de créer un compte WeChat? Une semaine? 5 jours? 2 jours? C'était pas ma question. Je sais pas si Si on a tous les papiers que votre boîte existe, 2 jours. Qu'avant le Covid. Est-ce que vous m'entendez?
Mais en fait, tout ce qui était avant le Covid peut être rentré. Parce qu'en fait, vous ne pouvez pas, mais même aujourd'hui, si c'est 6 à 12 mois, j'en sais rien, vous ne pouvez pas créer compte WeChat si vous n'avez pas un contact chinois qui va signer. C'est impossible. Pas de problème. Ouais, oui, oui. Non, non, il y a... Soyez rassurés, c'est très rapide. Oui. Vous n'avez pas parlé de la situation internationale avec les tensions en Taïwan et ce qui se passe aussi du côté de la Russie. Moi, j'ai eu par exemple le début d'un partenariat l'an dernier et tout à coup, le patron de la marque a eu peur au mois de juin en se disant il va y avoir un truc début septembre. Et c'est un partenariat avec quel type de chinois? Un chinois, une marque chinoise. Ouais, et il est. Ouais. Il s'est dit, les copains disent qu'il va y avoir un truc à Taïwan. Et donc, ça, c'était l'été dernier. Et il s'est passé quoi en septembre? Rien. Rien du tout. Il avait peur de la saison des typhons et il disait c'est la fenêtre pour. Bon. Et vous lui reparlez depuis? Non. Alors, oui, j'ai eu que 30 minutes pour parler de 4 milliards de personnes, donc j'ai évité des sujets complexes. Il y a une anxiété très forte de la part des Chinois, mais pas que. Hein. Je veux dire, il faudrait être complètement con pour ne pas avoir d'anxiété aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit. Vous avez une guerre sur votre propre continent, il y a une guerre en Ukraine, il y a une guerre au Moyen-Orient. Croire que le monde est un monde rose aujourd'hui est quand même très, très optimiste. C'est pas dire que c'est la fin du monde, mais c'est un monde complexe. Les Chinois, eux, ils voient ça à travers un prisme média qui est quand même assez contrôlé et où ils ont une vision du monde qui est assez monolithique. Dans cette vision monolithique, oui, ils évaluent qu'il y a certains risques potentiels. Après, ça dépend de chaque individu. La personne en question que je ne connais pas, qui vous a dit que ça va être la guerre en septembre, si en octobre vous le rappelez en disant j'espère que vous êtes toujours vivant parce que la guerre me semble voilà, avoir été évitée, il va peut-être reprendre le barrage ou peut-être qu'il va dire bah non, à Noël, ça va être la fin du monde, on va nous bombarder. Et puis quand j'en dis, ça y est, ça fait 2 fois que tu es survivant. Ce que je veux dire, c'est que c'est des discussions un peu régulières qu'il faut avoir avec eux pour aussi les désangoisser de certains sujets légitimes ou pas légitimes. Pour moi, ils sont tous légitimes, c'est une crainte, mais ils ne sont pas forcément rationnels. Voilà. Donc il y a des craintes de la part de n'importe quel individu sur des sujets qui les concernent. Aujourd'hui, je n'ai pas de capacité à vous dire où sera la situation en Chine dans 10 ans. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'investissements en Chine, il y a beaucoup de boîtes en Chine qui continuent à avancer. Parce que la Chine, c'est comme un vélo, vous ne pouvez pas vous arrêter. C'est comme ça. Donc non, les gens avancent, c'est un fait. On verra qui sera le nouveau président américain, on verra les tensions potentielles qu'il pourrait y avoir. Mais s'il y a des tensions potentielles entre la Chine et les États-Unis, je peux vous dire qu'ils sont très heureux de bosser avec des boîtes européennes. Et c'est déjà le cas. Il y a une accélération des liens entre l'Europe et la Chine, justement à cause des tensions américaines. Donc, ce qu'il vous a dit, non seulement malheureusement que ce n'est pas avéré, mais en plus d'un point de vue géopolitique, montre qu'il a peut-être quitté avant la fin de son doctorat à Yale. Déjà, merci parce que la loupe que vous nous avez fournie est très intéressante pour ce petit continent. Mais ce qui, moi, me paraît un peu compliqué, moi, je bosse chez Avenir, je suis un contrat commercial, et des sollicitations, on en a plein. Des showrooms dont on n'a jamais entendu parler. Quand on clique sur les pages qui représentent que des marques dont on n'a jamais entendu parler, c'est vraiment très difficile d'aller à gauche ou à droite. Et même plus que ça, il y a une autre type de distribution, et c'est là où j'ai un petit pas de côté par rapport à WeChat et tout. Vous devez sans doute connaître Poison. Voilà, on se fait des marchés et on nous explique que c'est parfait parce que Poison va faire tout ce que vous n'êtes pas capable, c'est-à-dire avoir une vitrine digitale en Chine, en chinois, pour parler avec les codes aux Chinois. Mais pour vous, ça ne change rien. Vous envoyez à notre succursale en Italie, on s'occupe de tout, une vente, on l'appelle, ça part. Alors, il y a un peu deux questions. La première, c'est qu'est-ce que vous pensez de ce type de Chine? Et le deux, c'est plus pour nous, en tant que Français, qu'on marche moyennement en France et en francophonie, comment faire le tri, malgré ce que vous nous avez dit, c'est super précis, hein, mais comment faire le tri entre le distributeur A, le B et le C, ça c'est très dur d'avoir l'info. Je suis tout à fait d'accord, c'est très dur. Je veux dire, si vous étiez une marque chinoise qui voulait vendre en France, vous auriez les mêmes difficultés. En fait, il y aurait quelqu'un qui vous contacte à Montpellier, qui dit j'ai un multimarque dans telle rue, vous ne savez pas si c'était la bonne boutique, la bonne rue, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi. Il vous met à côté d'André Sans-Ludéli, vous ne connaissez pas. Enfin, il y a une difficulté qu'il y a des environnements très différents. Alors, il y a des sociétés dont ce que vous dites est le métier. C'est-à-dire qu'il y a des boîtes dont le métier, c'est de faire du brand management en Chine, qui vous disent voilà, moi mon job, c'est de filtrer ce que vous m'avez donné pour vous dire voilà l'information véridique sur ce bonhomme, ce bonhomme, ce bonhomme, ce bonhomme. Voilà ce qu'il faut faire. Voilà ce qu'il faut faire et comment faire. Voilà comment enregistrer ton compte WeChat, etc. Ces sociétés-là, ce sont des sociétés qui, en général, ont des fils qui sont à la carte.
C'est-à-dire qu'ils vont dire, OK, peut-être que ça vous coûte, je sais pas, 1 000 ou 2 000 euros par mois d'avoir un assistant sur place qui va faire le filtre, tout vous envoyer, signer les contrats, visiter les trucs le cas échéant, s'assurer des livraisons, créer votre compte. Et le jour où vous voulez qu'il pilote le marketing, etc., ça va monter en puissance. Mais il y a des sociétés dont c'est le boulot et qui travaillent toute la journée avec des boîtes occidentales pour faire ce filtre. Sans ça, il vous faut au moins 3 personnes ici et qui passent leur vie à aller en Chine. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous, il faut ce genre d'interlocuteur. Et à nouveau, il y a des boîtes qui sont assez flex et qui font ce boulot assez sérieusement, parce qu'en fait, le boulot, il n'est pas si compliqué que ça quand vous êtes là-bas. Vous vérifiez dans les cabinets, les machins, les trucs, est-ce qu'ils sont sérieux, pas sérieux, il faut quelle taille, quelles sont les marques, ils vous mappent les marques, vous dites c'est quoi ces marques chinoises, elles sont intéressantes, pas intéressantes, quelles sont ces ventes en ligne. Il faut savoir qu'en Chine, on obtient beaucoup plus d'infos qu'ici. En Chine, quand vous allez sur Tmall, vous avez toutes les ventes de toutes les marques. Vous savez tout. Donc, faire un vrai audit propre rapidement, c'est très facile. Et après, dire, OK, ça m'a l'air d'être un risque limité, viens, on fait une commande test, on y va, et nous, si besoin, on est sur place, on s'occupe du dédouanement, etc. Il y a plein de boîtes qui font ça. Donc, si vous avez besoin de ce genre de supports locaux, vous pourrez nous demander ou demander à Manon, et on vous donnera des noms de boîtes. Mais il y a des sociétés qui font ça, et c'est un boulot assez simple au début. Ça devient plus compliqué après, parce que le jour où la marque devient plus grande, il y a d'autres sujets, mais toutes les marques ont des brand management compagnies. Ouais, avec plaisir. Alors, Poison, en fait, Poison, c'est quoi son boulot? Donc, Poison, c'est de où Pardon? Voilà, on va dire que c'est comme StockX, mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué que StockX. Parce que StockX, nous, a plutôt une bonne image chez nous. C'est d'abord, Poison, c'est du cross-border, dans l'écrasante majorité. Et eux, ils vont acheter un produit et ils vont le revendre. C'est-à-dire que comme StockX, alors voilà, StockX, vous voulez tel Nike qui est super, avec telle couleur, elle est plus chère. Eux, ils vont mettre en vente des produits et avec un système d'enchères inversées, en fait, si vous voulez, les produits vont rentrer, sortir, rentrer, sortir. C'est pas forcément négatif, mais ça doit être très, très managé. C'est qu'il faut voir quel produit ils mettent, à quel prix, dans quel cadre. Est-ce que c'est des vrais, c'est pas des vrais? Est-ce que vous avez la pastille, comme quoi c'est la vraie marque qui opère? Tout ça, vous doit être géré par des gens en Chine. Mais donc, moi, je ne dis pas qu'il faut y aller, mais je ne dis pas non plus qu'il ne faut jamais y aller. Ça dépend de votre marque. Peut-être que vous allez les laisser mettre 2-3 produits, enfin 2-3 SKU pour voir si le volume prend ou pas. Ça se pilote avec une boîte de brand management. Mais je ne suis pas forcément hyper pour le faire. Mais ça peut être une manière de mettre un pied et d'amorcer pour voir s'il y a une viralité sur votre marque. Toutes les marques le font, hein, bien sûr. Enfin, toutes les marques le font. Alors après, vous avez une toute petite différence administrative, c'est que certaines marques, comme Hermès, Vuitton, etc., vont en duty-free à Hainan, mais opèrent eux-mêmes, et donc vous n'êtes pas duty-free. Oui, parce qu'en fait, pour être duty-free, vous devez être opéré par un opérateur duty-free. Donc quand vous allez dans un Hermès à Sanya, vous n'êtes pas duty-free. C'est le même prix, en fait. Oui, donc il n'y a pas d'intérêt par rapport au mainland. Mais eux préfèrent être présents et avoir le flux de consommateurs, même quitte à ne pas avoir l'intérêt duty-free, mais opérer en eux-mêmes, que ne pas être présents. Ça, c'est un cas très exceptionnel. Normalement, vous êtes opéré par un opérateur duty-free, mais absolument tout le monde le fait. Par contre, il faut que vous regardiez dans quel cadre il va vous opérer. Si vous lui envoyez juste des produits et que vous ne regardez pas, le duty-free, ça a toujours été la première porte d'entrée du marché gris. Enfin, depuis toujours, hein. Il n'y a pas besoin d'attendre il y a 10 ans ou 15 ans. Le duty-free, ça a toujours été le marché gris. Si vous regardez la taille du duty-free en Corée, vous vous doutez bien que ce n'est pas pour les Coréens. Donc, non, il faut quand même regarder quel est votre contrat, comment ça fonctionne, où est-ce qu'ils vendent, dans quel cadre, etc. Mais ce n'est pas négatif. Mais par contre, ça se contrôle. Oui. Hong Kong avait une situation qui était difficilement tenable, parce que Hong Kong, depuis 20 ans, vivait sur un espèce d'entre-deux où c'était un petit îlot post-britannique en Chine, mais sans vouloir être trop en Chine, mais content d'avoir des Chinois. Donc, juste avant le Covid, vous aviez à Hong Kong 7 millions d'habitants, 77 millions de touristes par an. C'est quand même compliqué. Quand vous avez 10 fois plus de touristes que d'habitants, vous avez 22 boutiques Chanel, c'est pas tenable en fait. Donc, il y a eu des problèmes politiques, etc., économiques complexes, qui font que aujourd'hui, vous avez beaucoup moins de Chinois qui vont à Hong Kong. Et en fait, la réalité, c'est que c'est plutôt les Hongkongais qui vont en Chine. C'est l'inverse d'avant. Avant, c'était les gens de Shenzhen qui allaient acheter
des produits de luxe à Hong Kong. Et maintenant, on dit que c'est les Hongkongais qui ont acheté des produits de commodity H&M. Donc, si moi, je devais investir dans la région, je pense qu'effectivement, je regarderais plus ce que je peux faire à Canton et Shenzhen, côté, on va dire, qu'à Hong Kong. Hong Kong n'a pas de vrai impact duty-free. C'est pas ça le sujet. C'est juste que c'est plus facile, parce qu'administrativement, c'est plus facile. C'est des touristes. Pour les Chinois, quand ils vont à Hong Kong, ils sont en touristes, comme s'ils allaient ailleurs, vous voyez. C'était pas vraiment du travel retail, c'est du tourisme. C'est un autre marché. C'est pas un prix en RMB, c'est un prix en Hong Kong dollar. Ça va. Il y a des gens. C'est juste qu'à Hong Kong, il n'y a personne, mais ils peuvent y aller. Donc, non, je ne pense pas que ça va être par rapport à Hainan. À mon avis, Hong Kong va se vider au profit plutôt du Japon en ce moment, de la Corée du Sud, parce que le yen est très faible, donc il y a beaucoup d'achats au Japon. Hainan, potentiellement, ou d'autres zones, mais je ne pense pas que ça va être Hong Kong ou Hainan. Pour moi, c'est Hong Kong ou ailleurs. C'est dans quel secteur vous travaillez? Donc, mode accessoire. Aujourd'hui, quand vous prenez accessoires, moi je connais plutôt haut de gamme, accessoires haut de gamme, on va être sur des différences de prix là en ce moment qui sont de l'ordre de 16%, 16 à 18% entre la France et la Chine, sauf qu'il faut rajouter la détaxe. Et donc la détaxe, c'est entre 12 et 16%, entre si vous la faites tout seul ou avec Global Blue, etc. Mais si vous prenez 16% et que vous rajoutez les 12, vous êtes plutôt à 25%. Si vous allez à Hong Kong aujourd'hui, vous êtes de l'ordre de 16% avec le yen. Donc, c'est quasi similaire à la France. Mais ça varie tous les jours. Donc, la réponse que je vais vous donner maintenant, dans 3 mois, elle peut être fondamentalement différente. Et ça, c'est un vrai sujet à monitorer quand même. Parce que nous, tous nos clients le monitorent en tant que quasi réel. Sinon, on n'arrive pas trop à comprendre ces chiffres. Merci. Merci, Jonathan, pour ce partage très riche d'expérience. De toute façon, Jonathan reste avec nous, donc je pense que vous pouvez annuler les rendez-vous de 12h30. Je pense qu'on est encore jusqu'à 13h. Alors, étape suivante, les salons. Les salons. Donc, nous avons fait un petit tour des salons avec Tiffany lors de notre dernier voyage en Chine, à Shanghai. Notamment, nous avons visité les salons Showroom Shanghai, Mode Shanghai, Not Showroom et On Time Show. Depuis le passage du Covid, on a vu que les cartes étaient rebattues sur ces différents salons. Donc, notamment le salon Showroom Shanghai. Et là, c'est un salon qui est organisé à Shanghai Exhibition Center, au cœur du centre-ville et du quartier de Xinjiang. Le lieu d'exposition est très impressionnant. Il a 3 entrées, 3 halls, ce qui donne vraiment une offre de collection très impressionnante, mais qui ne permet pas forcément aux exposants d'être facilement trouvables. Ce salon accueille 181 marques, enfin accueillait en octobre dernier 181 marques, alors qu'avant Covid, on était plutôt à 298 marques. Donc il y a quand même une baisse du nombre d'exposants sur ce salon. Il a perdu, le lieu est très beau. Il y a des très jolis stands, bien évidemment, mais de manière globale, on voit qu'il a quand même perdu un peu de sa splendeur par rapport à avant. La sélection des marques est moins premium qu'avant Covid, il faut le dire. Et il y a aussi, et de fait, ça attire une sélection d'acheteurs un petit peu moins premium qu'avant Covid. Ensuite, nous avons visité Mode Shanghai. Mode Shanghai, qui lui aussi a beaucoup évolué. C'est un salon qui est organisé à IM Shanghai, qui est dans un grand immeuble moderne. Il se tient sur 3 étages. Et alors, notamment, vous avez un certain nombre de marques qui sont exposées en direct et un certain nombre d'étages qui sont investis par les showrooms multimarques internationaux, finalement. Donc, on retrouve dans Mode Shanghai des showrooms tels que The Cool Hunter, DFO, Wave, Tudo, Pop Showroom. En fait, Mode Shanghai, qui est partenaire de la Fashion Week de Shanghai, a réussi à attirer les showrooms multimarques par des tarifs plus intéressants et devait prendre une place majeure sur la Fashion Week. Donc, il y a vraiment, je dirais que là, c'est notre coup de cœur actuellement. Ce salon, à la fois, propose une sélection de showrooms pertinente et à la fois une sélection de marques en direct pertinente.
Ensuite, nous avons visité un autre salon, notre showroom. Notre showroom qui a un format beaucoup plus petit, qui est à 15 minutes à peu près en voiture des salons que je viens de citer, donc un petit peu plus excentré, qui va regrouper aussi bien des marques émergentes que des marques plus établies. Donc, on est par contre sur une offre très asiatique avec des marques japonaises, coréennes. Ce salon, notre showroom avait fait un partenariat à une époque avec le salon Première Classe. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais effectivement, on retrouve une offre très qualitative, mais en format plus petit. C'est un salon qui accueille un visitorat assez pointu et qui a accueilli un nombre de visiteurs assez important, malgré tout, pendant la dernière Fashion Week. Donc, c'est un joli salon également en fonction de votre positionnement. On Time Show. On Time Show, c'est un salon qui est essentiellement anglais sur l'accessoire. On retrouve bien sûr des marques de prêt-à-porter, mais c'est un salon qui est quand même très anglais sur l'accessoire. Il est organisé à West Bond Artistic Center, donc un peu excentré dans le sud de la ville. Il a 3 halls d'exposition, donc c'est un gros faiseur, c'est un gros salon. On retrouve sur ce salon des marques qui exposent en direct et des marques qui exposent via leur showroom. Donc, Peak Showroom, par exemple, qui représente Requin, qui est une marque de chaussures marseillaise, et d'autres marques comme cela. On retrouve également des stands de marques, comme je vous le disais, en direct, type Jacob. Donc, ce sont des salons qui ont une offre et une présentation de marques extrêmement qualitative. Il y a un trafic dans ces salons qui est pertinent et qui est premium. Mon souhait en vous présentant ces différents salons, c'est de vous faire un update sur les places, sur les différents salons, sur le positionnement de chaque salon, notamment en fer de lance, nous avons Mode Shanghai, On Time Show, mais c'est également de vous dire que, la Chine est désormais vraiment un marché accessible aux marques françaises. On en retrouve peu à l'heure actuelle sur les salons, mais elles sont là. Jagom, Fer à cheval, Requin, ce sont différentes marques qui ont tenté l'aventure et qui fonctionnent bien. Alors, lors de notre voyage aussi, on a fait une visite d'un certain nombre et un nombre certain de showrooms. On s'est aperçu que les showrooms étaient très demandeurs, beaucoup plus demandeurs qu'à une époque et beaucoup plus dans le partage avec les marques françaises. Donc, on a identifié un top 10. Tout d'abord, Alter Showroom. Alter Showroom qui a été créé en 2010. Initialement, c'était des concept stores qui ont présenté Mariser, White Project et autres. Et puis, au bout d'un certain temps, ils ont développé leur showroom. Donc, Alter Showroom, c'est une trentaine de marques représentées à la fois prêt-à-porter et accessoires, 80% de marques internationales et une équipe, je dirais, c'est une vraie machine de guerre puisqu'ils ont toute une équipe qui est organisée par région. 14 régions sont identifiées dans toute la Chine et ils ont une force commerciale qui est répartie. Pour reprendre ce que disait effectivement Jonathan tout à l'heure, ils ont vraiment une équipe commerciale qui est adaptée à chacune des 14 régions identifiées en Chine. Donc, on est sur des frais d'entrée, vous voyez, qui sont assez élevés. On est également sur une proposition de forfait pour des PR. Et ça, on va le retrouver systématiquement à chaque showroom. Ils vont vous proposer une option de gérer les réseaux sociaux, de gérer effectivement le PR. Et comme le disait Jonathan, l'un ne va pas sans l'autre. Donc, il est parfois intéressant, enfin, il est essentiel même de donner la main sur les réseaux sociaux, sur la communication, quand on fournit effectivement sa collection au showroom. Donc, on retrouve, pour nous, très clairement, Alter Showroom, c'est quand même le très beau showroom. Et j'insiste sur ce point parce qu'on retrouve des jeunes marques comme Alice Vaillant,
qui sont exposés dans ce showroom. L'idée étant de vous dire, il y a un accès possible au marché chinois. Les showrooms chinois s'intéressent à vous, s'intéressent aux marques françaises. C'est peut-être maintenant qu'il faut s'intéresser également à eux et envisager des partenariats. DFO. Donc DFO qui est un showroom créé en 2010, basé à Shanghai, qui propose également un service 360 du wholesale, du PR, du e-commerce. C'est un showroom qui est géré par Mei Mei, qui a cette jolie figure en Chine dans le secteur du prêt-à-porter et de la mode. Ils ont notamment contribué au lancement des boutiques Manouche à Taïwan. Ils ont été distributeurs exclusifs de Sonia Rykiel en Chine. Ils ont été partenaires de Tranoï sur On-Time Show. Quand Tranoï exposait des marques sur On-Time Show, c'est DFO qui les aidait commercialement à se vendre. Ils ont fait plus récemment une joint venture avec Edit Studio. DFO représenté sur la Spring Summer 25 Sœur études. Sœur, pour différentes raisons, est partie sur un autre showroom qu'on va vous présenter. Mais c'est un showroom à la fois professionnel et très implanté dans le secteur, dans le paysage des showrooms chinois. Dada Showroom, le lien est facile. Dada Showroom, qui est représenté désormais par Betty, qui était le bras droit de Mei Mei du showroom DFO que je viens de vous présenter. Donc Dada Showroom, c'est une soixantaine de marques de prêt-à-porter féminin essentiellement. Beaucoup de marques locales, plutôt Gen Z. Selon Betty, le marché des multimarques est essentiellement prêt-à-porter féminin, c'est-à-dire 95% de prêt-à-porter féminin et 5% de prêt-à-porter masculin. C'est aussi l'orientation qu'on retrouve dans son showroom. Son showroom, alors, Betty, c'est quelqu'un d'extrêmement professionnel. On adore son intérêt et son professionnalisme pour représenter les marques. On a été un petit peu moins convaincus, pour tout vous dire, par la présentation faite dans son showroom. Il expose à Shanghai Mart, qui est un espace de 3000 m². Donc, ça représente finalement un joli petit salon. Et c'était notamment le lieu d'exposition du salon de mode Shanghai avant Covid. Donc, c'est vraiment un gros faiseur qui représente une soixantaine de marques pour le marché chinois. Coolhunter, créé en 2019 à Shanghai, expose au Mango Plaza. Mango Plaza, c'est quoi? C'est un très joli immeuble qui est investi par un certain nombre de showrooms multimarques au moment de la Fashion Week. Donc, notamment Coolhunter avait tout un étage dans ce bâtiment. Coolhunter, c'est une trentaine de marques, principalement en prêt-à-porter féminin. Il vient de signer notamment Sœur, donc DFO est passé Sœur est passé de DFO à Coolhunter. Il vient signer également avec Sessoun et Antibatic. Donc il y a une vraie appétence pour Coolhunter, une vraie appétence pour les marques françaises. Classiquement, on retrouve bien sûr une commission et des colocations durant la campagne de vente sur une base de nombre de portants. On est sur des contrats de minimum 2 ans. Et vous voyez en bas le client sur la Chine, les clients de The Coolhunter. Donc on est sur une Chine continentale, Hong Kong, Taïwan, principalement des multimarques et grands magasins. La répartition de son offre, 71% de womenswear, 18% de footwear, 4% d'accessoires et 4% de lifestyle. Closet Showroom, également exposant sur le Mango Plaza. Donc, c'est encore une fois ce grand bâtiment qui regroupe un certain nombre des fers de lance des showrooms internationaux.
Donc, ce showroom, Closet Showroom, représente une trentaine de marques, dont 80% de marques internationales. Notamment, il représente Reims, il représente également Victoria Thomas, Kika Lab pour la Fall Winter 25. On est sur un showroom extrêmement professionnel là aussi et très tourné vers les marques internationales. C'est-à-dire que les deux responsables de ce showroom viennent régulièrement à Paris aux périodes des Fashion Week ou des salons pour rencontrer des marques, pour faire un repérage des marques à venir, des marques à représenter. XY Showroom, créé à Shanghai en 2018. Donc, il y a 2 entités, comme vous voyez, portfolio d'une dizaine de marques à l'international. XY Showroom, lui, n'est pas dans le même building. Il représente un certain nombre une dizaine de marques internationales, mais on note qu'il représente des jeunes marques françaises, et notamment Rowan Rose, plus récemment Sunday Life, pour la première édition. Donc, on est sur un showroom qui aime les marques émergentes et qui investit sur les marques émergentes françaises. Un vrai sérieux tant dans la présentation que dans la distribution. Les résultats de Rowan Rose sur cette première édition étaient très prometteurs. Donc, vraiment, n'hésitez pas, en fonction des positionnements, à vous diriger vers ce showroom. Tudo Showroom. Tudo Showroom, créé en 2013, le CEO est francophone, il adore la France. Au-delà de ça, il a fait, sauf erreur, une partie de ses études en France. Donc, il a un showroom de 2000 m² qui est basé à Shanghai et il propose des services 360 pour les marques qu'il représente. C'est quelqu'un d'extrêmement sérieux, ouvert à l'échange, au partenariat, à faire progresser les marques. Il a exposé récemment sur Tranoï avec une sélection de ses marques, une sélection chinoise de ses marques qu'il représente à l'année. Et c'est encore une fois, il y a cette appétence de sa part pour le marché français, pour la culture française. Donc il y a vraiment quelque chose, un lien qui est facilement possible avec ce showroom. Critères de sélection, vous le voyez, si la marque a déjà une certaine notoriété, les prix pratiqués peuvent être premium et ne rencontreront pas de frein de la part des acheteurs. Idéalement, fabrication européenne, Europe de l'Est. Donc ça, c'est des choses qui sont assez importantes, effectivement, pour le CIO. Wave Showroom. Wave Showroom, basé à Shanghai, il propose un showroom à la fois online et offline. Il a un portfolio de 23 marques internationales, à la fois Thaïlande, Allemagne, Corée, Japon, et 3 marques chinoises. On est sur des prix wholesale moyens, alors qu'ils sont à amplitude extrêmement large, puisqu'il est aussi bien capable de proposer des articles à 60 € en wholesale que 630 €. Donc, on est sur un périmètre, un portfolio de marques extrêmement large en termes de prix. Il prend très volontiers des marques émergentes et il est exposé pour la première fois dans le building de Mode Shanghai. Classiquement, on est sur une pratique de showroom fees et des commissions, et ça, c'est effectivement à la discrétion de la marque et du showroom en fonction de la notoriété et du travail à fournir pour construire l'image sur le marché. HCH Showroom, donc on est sur une offre 50% marque internationale et 50% de marque chinoise. Un showroom également ouverte aux marques émergentes. Parmi les marques internationales, on retrouve essentiellement chez lui des marques italiennes. Et c'est bien dommage. Donc, il met l'accent également sur les marques émergentes, puisque tous les ans, il souhaite recruter et avoir proposé, en tout cas à ses acheteurs, 10 à 20% de jeunes talents, de jeunes marques émergentes. Alors, nous voulions souligner le showroom, Chic Showroom. Chic Showroom qui est devenu NX Marché. C'est un showroom qui expose sur Showroom Shanghai, mais qui est basé à Pékin.
et qui propose également un point de vente multimarque à Pékin. Il s'est construit à Pékin pour des questions de domiciliation personnelle, et également parce que son partenaire était le Chic, le salon Chic, dont le siège est à Pékin. C'est quelqu'un qui est un vrai professionnalisme, qui a représenté Maison Lénaire, qui représente Maison Lénaire, qui a représenté Manizet, Stella Forest, Inès de Fessange, La Squadra, mais qui peut-être qui devrait finalement être, enfin, il est plus facile finalement de travailler avec un showroom basé à Shanghai qu'à Pékin, parce que finalement c'est vraiment la place où il faut être pour avoir les bonnes connexions. Mac Showroom, créé en 1989, basé à Hong Kong, donc spécialisé dans la distribution de marques premium internationales. Il exposait également sur Mode Shanghai avec plusieurs marques italiennes. On vous a mis les marques également, donc Essentiel, H, Forte Forte et autres. Match Showroom 2014, basé à Hong Kong, a un angle un peu plus sustainable. C'est quelqu'un qui va proposer, qui va souligner et qui va s'intéresser essentiellement à des marques avec un attrait sustainable. Sa fondatrice Maggie, c'est déjà quelqu'un qui parle très, très bien anglais, donc ça c'est assez pratique. Et qui propose, qui a sa propre boutique multimarque et qui va toujours faire le lien entre le showroom et sa marque. Donc, elle va notamment représenter dans le showroom que des produits, que des collections, que des marques qu'elle a dans son point de vente finalement qui sert d'incubateur pour voir si elle peut les prendre en représentation de façon plus globale. Alors là, je vous ai présenté le top 10 des showrooms, voilà, notre top 10, les 10 showrooms qui ont retenu notre attention avec Tiffany et qui nous ont démontré à la fois leur sérieux, à la fois leur appétence pour les marques françaises, et je dirais aussi la facilité que pourraient avoir les marques françaises pour travailler avec eux. Pourquoi? Très simplement parce qu'ils ont quelque part une partie de leur culture aussi européenne, c'est-à-dire qu'ils parlent très simplement anglais pour certains, d'autres sont venus faire des études en France, ils sont ouverts, ils travaillent déjà avec des marques internationales, notamment européennes. Voilà, donc ça c'était vraiment les recommandations que l'on vous fait. Après, on a effectivement vu d'autres showrooms, que ce soit, je ne vais pas m'étendre sur ces différents showrooms, je reste à votre disposition par la suite si vous voulez qu'on regarde, si vous avez été contacté par un des showrooms qui vont suivre, mais sinon vous voulez vraiment s'appesantir sur les showrooms précédents. Donc on a visité comme ça Open Showroom, Fusion Co Showroom, qui est situé à Pékin, Pops Room, Moda Farmer. Voilà. Alors, pour 2024, et ce depuis finalement 2 ans, on a mis en place avec le défi, au niveau de la Fédération du prêt-à-porter, une subvention pour les marques de mode françaises éligibles au défi, bien sûr, et souhaitant développer leur action en Chine, une subvention qui est de 50% avec des dépenses plafonnées à 6 000 €, soit pour une participation sur un des salons que je vous ai mentionné, donc pour un stand, soit pour des showroom fees avec le showroom de votre choix avec lequel vous contractualisez. Donc, 50% plafonné à 6 000 € en subvention et 50% plafonné à 2 000 € pour le transport, l'envoi de collection France-Chine. OK? Donc ça, vous connaissez, je dirais, la musique. Il faut faire sa demande sur Connexion Mode. On reste également à votre disposition pour toute information sur ce dispositif. La date limite, malgré tout, pour ces demandes est le mercredi 20 mars, de façon à ce que le traitement, on est quand même sur des subventions qui sont collectives, donc l'idée c'est que le traitement reste quand même assez groupé et que les premières marques qui ont fait la demande puissent bénéficier rapidement des subventions qu'elles ont demandées. Alors, pourquoi
Pourquoi Luxury Insight? Parce que ils connaissent, je dirais presque mieux que personne, ce marché. Et parce qu'on avait très envie de travailler avec eux pour le développement des marques françaises vers la Chine et de mettre en place un partenariat avec eux pour aider les marques à rencontrer ce marché chinois. On travaille déjà depuis quelques saisons maintenant, alors depuis quelques années maintenant avec Jonathan bien évidemment, mais depuis quelques saisons maintenant avec Manon. Et effectivement, le nouveau-né de ce partenariat est la mise en place de ce dispositif pour aider les marques françaises, 5 marques françaises pour être exact, à rentrer en contact avec un des showrooms qu'on vous a indiqué. Ça peut être également avec d'autres showrooms que Luxury Insight identifierait comme plus pertinents. Mais l'idée, effectivement, c'est que nous faisons un appel à candidature qui va se clôturer le 22 mars, pour lequel on va vous demander d'envoyer un certain nombre de documents, notamment à View1 pour qu'elle puisse vraiment étudier chaque dossier. L'idée, c'est d'accompagner des marques qui sont suffisamment matures pour travailler avec les showrooms chinois, qui ont vraiment l'ADN nécessaire pour travailler avec les showrooms chinois. Donc, appel à candidature jusqu'au 22 mars. Après, on se réserve grosso modo une semaine pour étudier tous les dossiers. Et ensuite commence la mise en relation. Donc, effectivement, après une semaine de sélection, 5 entreprises vont être conservées et vont être réellement accompagnées par Manon et par View1 sur la mise en relation et sur la rencontre avec des showrooms chinois. Donc, c'est vraiment un plus parce que c'est pas tout d'avoir les bons contacts, d'avoir les bonnes personnes, mais il y a des aspects culturels, il y a des aspects malgré tout d'attirer l'attention sur sa collection, de faire en sorte que le partenariat soit successful et d'être dans les bonnes conditions, même financières. Donc, on voulait mettre c'est une première. On est ravis de le faire avec vous, Luxury Insight. Voilà, l'appel à candidature est ouvert. Merci à tous. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Hugo. On peut le faire en parallèle et puis attendre, ce sera pas important quand même. Et deuxième question, je me suis rapproché d'un showroom chinois qui m'a indiqué que ces Fashion Week à Shanghai, il y a des effets, en tout cas pour nous, on fait de l'unisex et de l'urbain, on va dire, fin mars et fin octobre. Ouais. Donc là, il y a un gros souci parce que même si je veux bosser avec eux, moi, je dois envoyer mes compiles en prod en mars, en fait, parce que j'ai ma sortie de collection hiver qui est pour la première semaine de septembre ou la dernière semaine d'août. Donc, si je dois attendre la fin, ils m'ont dit, par exemple, que ils peuvent envoyer leur compile au 15 avril pour la même collection hiver. Ah là, j'ai un petit souci parce que ça sous-entend que je dois faire une seconde prod ou alors que je dois cumuler, mais je ne peux pas attendre mi-avril ou fin avril pour passer les compiles de commandes que j'ai eues en janvier. Je ne sais pas si c'est clair. Oui, c'est clair. Et du coup, là, il y a un vrai système de. Ouais, je sais pas. Il y a une vraie nécessité à avoir au niveau de sa prod, ça c'est clair. Mais alors, pour répondre à cette dernière question, effectivement, à chaque fois qu'on va sur un marché, très clairement, il y a des adaptations à avoir. Le marché chinois, une fois alors la Fashion Week, effectivement, est en mars et en octobre, les commandes se passent quand même essentiellement là. Après, tu as des commandes qui sont prises en amont par les showrooms. Une fois que la machine est lancée, il y a quand même des commandes qui ont lieu entre deux périodes de Fashion Week. En revanche, effectivement, dans tous les cas, on va être très clair, ça suppose quand même un lancement de prod pour la Chine légèrement décalé. Ça peut être ça peut être un pari et de se dire on va prévoir quelques stocks supplémentaires, mais effectivement le moins risqué, c'est d'ouvrir une deuxième série de prod après coup. Il n'y a pas non, c'est comme nous. Non, oui, les Chinois. Oui, là,
Autant ils commandent tard, autant ils veulent les livrer tôt. Ah ouais, Ouais, mais bien sûr. Ah bah oui, sinon c'est pas drôle. Hein. c'est là où c'est super chaud. Ah bah oui, bien sûr. Production derrière, si ça ne suit pas. Après, je pense qu'il faut être aussi très clair avec, avec le showroom avec lequel vous contractualisez. On est vraiment, nous, ce qu'on a ressenti, c'est qu'il y a vraiment une volonté, encore une fois, de partenariat. Ils sont contents, ils sont intéressés, bien évidemment, mais ils sont contents de travailler avec des marques européennes, ce qui implique aussi un certain nombre de contraintes. Il faut bien sûr que les marques jouent le jeu et puissent, et supportent aussi un certain nombre de contraintes, mais c'est un win-win. Donc, je veux dire, il faut. Est-ce qu'il y a des productions, des références qui peuvent être livrées plus tôt, plus tard? Tu vois, c'est à voir avec. Tu vois, sur le. Je confirme la page. Ouais. Ouais. Pour répondre à ta première question concernant la propriété intellectuelle, clairement, si vous vous intéressez au marché chinois, il faut travailler très très vite aussi sur la propriété intellectuelle. Si le marché chinois s'intéresse à vous, il est temps. Il est temps de faire le nécessaire. Il est vraiment souhaitable de faire le nécessaire. On a vu des cas de figure où des marques le faisaient en live et puis s'apercevaient que la marque était déjà plus ou moins déposée. Alors, il y a aussi une industrie là-bas, hein, c'est-à-dire qu'il y a des business models de sociétés chinoises qui vont comme ça regarder un petit peu les marques françaises ou internationales qui potentiellement pourraient avoir du succès pour la suite et vont les déposer à leur place en Chine. Et le jour où effectivement la marque souhaite pénétrer ce marché, eh bien là, contacte la marque et demande et rentre en négociation pour récupérer les droits. Donc c'est important de faire ça. Ouais. On a checké, on a vu que les Chinois ont essayé de déposer un billet, mais ils ont été refusés. Donc, c'est-à-dire qu'il a quand même, comparé à avant, j'en sais rien, mais ça ne se fait pas aussi facilement. Les tentatives de déposer n'importe quelle marque autour de cette table, ça m'arrive tout le temps, mais ils sont vigilants, parce que Ami n'a pas fait déposer, alors que nous, on n'a rien fait. Alors, très sincèrement, ça, c'est la bonne nouvelle. Ouais. J'ai envie de dire, il faut faire attention parce que ça reste peut-être l'exception. On a parfois, par effet de coïncidence aussi, des marques chinoises qui portent le même nom, qui développent leur business sous le nom. Ça peut être même de la copie de marque, hein, enfin, je veux dire, qui vont utiliser le nom d'une marque française pour développer leur business. Et quand la marque aussi va vouloir arriver sur le marché chinois, là, ça va aussi poser problème. Pourquoi? Parce que la marque localement chinoise qui a ce nom un peu européen, elle génère du chiffre en Chine, elle génère de l'emploi, et donc ça peut donner la priorité sur la propriété intellectuelle à cette marque. Tu vois? Donc effectivement, il faut quand même rester extrêmement vigilant. Et je dirais que ce dépôt de marque, il faut le faire également quand on va sur la Corée, parce que la Corée est quand même devenue un peu la vitrine de la Chine. Donc très facilement, les Chinois regardent un peu ce qui se passe et quelles sont les marques qui se développent en Corée pour anticiper les choses. C'est un peu l'incubateur. Après du coup, on est parti chez Lacoste, donc quand même elle a la bouteille. Et c'est elle qui m'épaule pour redéposer ma marque. Donc j'ai attendu que la marque de l'autre tombe en échéance, qu'il ne se repositionne pas dans le laps de temps, ce qui est apparemment le cas. Donc j'avais créé une forme, apparemment ça se passe bien pour moi. Mais j'ai surtout un interlocuteur sur lequel me reposer de toute confiance, elle est géniale, elle ne surfacture pas. C'est chiant, et elle a son correspondant chinois. Donc, si ça intéresse certains d'entre vous, je peux vous aider. Excellent, merci. Effectivement, il faut être aussi vigilant sur les catégories de dépôt de marque. Oui, peut-être pour une question pour Jonathan, l'importance du nom de domaine .cn, parce que je l'ai fait apparaître dans vos slides. Remarque. Honnêtement, alors sur ces deux sujets qui sont importants, oui, il faut se faire accompagner, donc c'est super si vous avez quelqu'un de confiance que vous pouvez recommander. Vous connaissez tous des gens, mais c'est trop compliqué de trouver quelqu'un de confiance, de la bonne taille, assez sérieux et assez connecté, et puis pas hors de prix, etc. Donc si vous avez quelqu'un, c'est vraiment top.
On sera curieux de la connaître d'ailleurs, parce qu'on peut la recommander à d'autres personnes. Oui, la Chine, c'est quand même assez professionnalisé sur ces sujets, donc je ne suis pas du tout surpris que si votre marque est déjà très déposée au niveau international, une boîte chinoise qui a essayé de la prendre en scred s'est fait bloquer. Ça, c'est la bonne nouvelle. Oui, ça va de mieux en mieux. Donc, je ne sais pas si c'est Thomas Dariel ou quelqu'un qui a fait que c'est l'équipe vérifie. C'est très facile à faire. Comme je vous le disais sur les chiffres d'affaires. En Chine, vous pouvez tout vérifier très facilement. C'est le côté positif de ce que nous on voit comme un côté négatif qui est le fait que tout le monde a des infos et de la data. Oui, mais de temps en temps, c'est la pratique. Donc là, en l'occurrence, on peut tout vérifier. Et donc, vous voyez tout ça, c'est déposé, pas déposé, etc. Donc là, c'est la bonne nouvelle, il faut vous accompagner. La marque.cn, alors, deux choses. Un, je ne pense pas que c'est le plus gros investissement que vous aurez à faire dans votre vie, parce qu'à mon avis, ça va être 5,99 €. Non, ce n'est pas fondamental parce que vous n'allez pas driver un trafic phénoménal là-dessus. Mais en même temps, si vous ne le faites pas et quelqu'un le fait à votre place, je ne suis pas sûr que vous ayez grand-chose. Parce qu'il peut lui-même se faire référencer, retomber dessus. Donc, par défaut, je dirais, déposez là. Déposez les variations juste pour vous protéger. Redirigez vers un .com. Bon. Il n'y aura pas un trafic phénoménal dessus. Le trafic ne va pas venir. Mais je préfère que ce soit chez vous que chez votre concurrent. Voilà. Donc, c'est un peu une réponse entre deux. Mais je pense qu'il faut le faire de manière défensive. Et après, quand vous allez vous développer, oui, à un moment donné, ça va avoir une importance. Mais vous avez vu dans le graphe qu'il y avait aussi vos boutiques en propre. Donc, le jour où vous avez vos boutiques en propre, vous devez avoir un point CN. Mais tout ça va fonctionner par étapes. Je vous recommande quand même de le déposer. Et si ça a déjà été déposé par quelqu'un, regardez un peu qui c'est. Parce qu'a priori, c'est pas tip-top. Mais c'est pas grave non plus, hein, très franchement, parce que voilà, il faut que votre marque soit déposée. .cn, c'est moins fondamental pour en déposer un autre et rediriger votre trafic vers le bon site. C'est sûr qu'on ne va pas aller très loin comme ça, mais vous recommandez vraiment de prendre un agent aussi qui fait tout en all inclusive ou alors, avec plusieurs partenaires. Oui, ça dépend de. Alors, de la Chine, effectivement, comme disait Jonathan, il faut. C'est presque le fou la poule. Il faut à la fois être présent, commercialement pour faire du business et à la fois être présent en communication. L'un ne va pas sans l'autre. Si on fait de la com et que derrière, il n'y a pas des articles à vendre, il n'y a pas de ROI. Et inversement, faire du commercial, mais avec des marques qui sont peu connues en Chine, c'est compliqué pour les showrooms. Donc, c'est pour ça aussi que les showrooms proposent ces formats de PR, de médias, de réseaux sociaux. Oui, et il est évident qu'ils ont un savoir-faire qui est là. C'est probablement plus simple de passer par eux. En revanche, effectivement, si vous avez des personnes, des bons contacts professionnels qui vous gèrent à part la com, vous pouvez tout à fait vous concentrer sur la commercialisation avec le showroom et externaliser, faire différemment pour la communication. Il est très clair qu'il faut un vrai budget communication quand on y va malgré tout seul. Il faut compter 10 000 par an, voire facilement 30 000 par an investis dans la communication pour que ça donne quelque chose quand on y va seul. Hein, et en plus, effectivement, passer par le showroom pour une commercialisation. Donc souvent, c'est plus intéressant de bénéficier de la visibilité aussi du showroom et de laisser travailler là-dessus. Il y a d'autres questions? La question de Serge. Non, c'est prévu. Je sais qu'on m'a dit que ça ferait peut-être plaisir. Donc, si c'est le cas, je le ferai avec plaisir. Non, mais pas de problème, c'est prévu. Je viens de finir la relecture, donc c'est prêt. Donc, on vous renvoie les présentations. Petit rappel, donc le 22 mars, l'appel à candidature, il faudra fournir à l'adresse de contact indiquée, donc à l'adresse de Biawan, les éléments suivants: lookbook, compagnie profil et média press kit.
Voilà, et donc une semaine plus tard, on fait la sélection et ensuite on rentre en phase de mise en relation. Il me reste à vous remercier pour votre présence, pour votre participation et on vous dit à très